Bonjour, non je dis pas bonjour. Alors aujourd'hui on reçoit le nouveau recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutra. Il succède à Guy Breton pour un nouveau mandat de 5 ans. Il va nous parler notamment du bug informatique qui a eu lieu le jour de la rentrée, mais aussi des étudiants internationaux qui suivent la session à distance de l'étranger en ce moment. On va aussi aborder le sujet du processus de nomination du rectorat qui avait été pas mal controversé l'année dernière, notamment concernant son opacité, sachant que sa candidature à lui était privée et pas publique. Alors, Monsieur Jutra, comment est-ce que vous vivez votre arrivée à l'Université de Montréal? Comment se passe le début d'un mandat en pleine période de pandémie? Bien, ça se passe rapidement. Il se passe beaucoup de choses. J'essaie de garder un œil sur les objectifs à long terme de l'institution, mais il y a quand même beaucoup de décisions à prendre au quotidien qui touchent la rentrée, qui touchent les conséquences de la pandémie. Alors, il faut garder l'équilibre. Il faut essayer de maintenir le cap sur l'excellence de l'institution. Et comment cette situation a bousculé vos projets initiaux? Bien, pour l'instant, ça ne bouscule rien. Je pense qu'on prend les décisions qui sont essentielles pour assurer que le trimestre va bien se passer, puis assurer la qualité des cours, assurer des espaces de recherche, des labos sécuritaires pour les profs. On a eu des réunions au cours de l'été de l'équipe de direction, de la direction élargie. J'ai rencontré les directeurs généraux. Puis, curieusement, puis c'est peut-être une chose qu'on n'imagine pas toujours, il y a de bons côtés à la pandémie parce que ça me permet, moi, de voir beaucoup plus de gens que j'en verrais autrement. Parce que les réunions Teams ou Zoom, ça commence à l'heure, ça finit à l'heure, je n'ai pas de déplacement. Ça a été un bon côté. Je pense que ça s'est passé plus facilement et plus efficacement que ça aurait été autrement. Alors, notamment, le défi de cette année, de cette session, en tout cas, c'est l'enseignement à distance et les professeurs doivent se réinventer, apprendre à enseigner d'une nouvelle manière. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je pense que les profs, la première chose que j'ai à leur dire, c'est merci, parce que vraiment, ils se sont adaptés, ils ont fait beaucoup d'efforts. Je sais que plusieurs centaines de profs et de chargés de cours ont fait des formations, suivi des formations pendant l'été, destinées à s'approprier les outils d'enseignement à distance qu'on a mis en place. On a aussi mis pas mal de ressources sur la table pour les aider à choisir le bon mode d'enseignement. Donc, on a installé des caméras de captation, 170 caméras à travers le campus, des équipements mobiles qu'ils peuvent utiliser. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui sont en place, mais surtout, franchement, je veux leur dire merci. Je pense qu'on a constaté une volonté très grande chez les profs de maintenir la qualité de l'enseignement malgré les conditions difficiles. Et concernant les étudiants internationaux, qu'est-ce que l'UDM a à dire aux étudiants qui suivent la session à distance depuis l'étranger en ce moment? Bien, d'abord, il faut savoir qu'on fait des efforts pour les amener au Canada le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de représentations qui sont faites auprès du ministère, des ministères concernés à Québec et à Ottawa. On a fait des efforts de nature logistique. Là, on les a prévenus de la manière dont la modalité des cours qu'ils suivaient, qu'ils puissent faire des choix appropriés. Là. On les appuie en soutien en TI, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Mais évidemment, c'est pas idéal. C'est sûr qu'on voudrait que ces gens-là puissent être sur place, s'intégrer aux cohortes. Moi, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir les accueillir en janvier. Et comment est-ce que l'Université de Montréal se situe par rapport à la décision gouvernementale concernant les permis d'études en ce moment? Bien, se positionne, on fait des représentations constantes. Là, encore aujourd'hui, j'étais en communication avec une de mes homologues des universités québécoises pour comparer les notes, mesurer l'impact, essayer de voir comment la décision, à la fois au fédéral et au provincial, affecte l'accès des étudiants. Puis il y a d'autres enjeux aussi. Là. Il y a les enjeux de nature consulaire, d'obtention de toute la documentation requise, qui est aussi complexe, je pense, et qui provoque beaucoup de retard. Alors, ce sont des représentations constantes. Elles se font à la fois sur une base individuelle, mais aussi à travers des collectifs universitaires, là, comme le Bureau de la coopération interuniversitaire et Université Canada et le U15, là, qui est le regroupement des 15 grandes universités de recherche au Canada. Tout le monde est sur la même page, en fait. On est affecté à l'Université de Montréal comme les autres, dans une moindre mesure, parce que la proportion d'étudiants internationaux n'est pas la même ici que dans beaucoup d'universités canadiennes. Mais c'est quand même beaucoup d'étudiants. Là, on parle de 5 000 et quelques étudiants internationaux. Pour l'instant, on évalue qu'il y a à peu près la moitié de ces étudiants-là qui ont des difficultés à accéder au Canada. Et parlons un peu maintenant du budget, sachant que l'université a investi en millions de dollars des nouveaux équipements dans les salles de classe pour faciliter l'enseignement à distance, sachant qu'il y a moins d'inscrits d'étudiants internationaux, donc sachant que ça apporte quand même pas mal d'argent à l'université, peut-être aussi plus d'inscriptions de manière générale. Comment est-ce que l'université gère son budget actuellement? Bien, on est en train d'évaluer. On n'a pas encore le chiffre définitif de l'impact que ça représente, mais ça représente plusieurs millions de dollars, je pense,
de déficit, à la fois parce qu'on a des pertes de revenus. Vous venez de mentionner certains aspects de nos activités qui génèrent moins de revenus, les résidences, les cliniques universitaires, les stationnements, services auxiliaires comme les services alimentaires. Donc, moins de revenus, des dépenses additionnelles qui sont liées à la formation des profs, à l'équipement, à l'ajout d'auxiliaires d'enseignement, des dépenses qui sont liées aux besoins sanitaires aussi. Ça coûte de l'argent, nettoyer les salles. Tout ça mis ensemble, oui, on aura un déficit cette année, certainement. Le gouvernement, vous l'avez vu dans les journaux là, récemment, la ministre McCann nous a annoncé des sommes additionnelles pour nous aider à couvrir ça. Au total, ça représente à peu près 7 millions de dollars pour l'Université de Montréal. Donc ça, c'est une aide qui est très, très bienvenue. Alors, on se rend compte cette session-ci que toutes les technologies sont indispensables pour que l'enseignement se déroule correctement. Le jour de la rentrée, il y a eu un bug informatique. Les étudiants étaient en plein cours, ou certains avaient même des examens. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces étudiants pour qu'ils se sentent rassurés pour bien commencer cette session? Bien, je veux les rassurer parce que moi-même, j'ai été rassuré. Le point de départ de ma réponse à votre question, c'est que ça m'a beaucoup inquiété. Moi, j'étais en déplacement à ce moment-là. J'étais à Rimouski pour une annonce ministérielle. Et quand j'ai appris ça, mon réflexe, ça a été, bon, est-ce que notre système n'est pas en mesure de prendre la charge supplémentaire ou est-ce qu'on a eu une attaque malveillante? Je veux rassurer les gens que ce n'est pas le cas. C'est ni une attaque malveillante, ni une défaillance structurelle du système. Là, il y a des erreurs humaines qui se produisent. C'est extrêmement malheureux que ça soit produit à ce moment-là parce que ça crée un peu une inquiétude, mais elle n'est pas justifiée. Moi, j'ai confiance que ça ne se reproduira pas. Et les systèmes ont été mis en place pour que ça ne se reproduise pas. Et finalement, la session d'hiver, qu'est-ce que vous anticipez? Est-ce qu'elle va se dérouler à distance? À la fin septembre, début octobre, je pense qu'on aura une meilleure idée de la manière dont le trimestre se déroule. On aura aussi une meilleure idée de la manière dont la pandémie évolue. Et donc, quand on aura un peu plus le tableau complet de ce qui se passe à l'automne, on pourra prendre une décision pour l'hiver. Et j'aurais aimé aussi aborder avec vous un autre sujet qui concerne la nomination du rectorat, donc, qui vous a concerné il y a quelques mois. Ce processus avait été pas mal controversé l'année dernière. La communauté universitaire dénonçait son opacité, que certaines candidatures, dont la vôtre, étaient privées et pas publiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, qu'est-ce que j'en pense? Moi, le processus de nomination, il ne m'appartient pas en un sens. Moi, je me suis prêté à ce qu'on m'a demandé comme participation au processus et je comprends qu'il y a eu des étapes de consultation qui étaient différentes de celles qui existaient auparavant. Et que ces étapes ont été bénéfiques pour le comité consultatif. Est-ce que ce processus-là doit être révisé? Je pense que c'est probablement prématuré pour l'université de remettre cet enjeu-là en question. Là, on commence à travailler avec un processus comme celui-là. Je pense que ça produit, du moins de mon côté, là, ça produit des résultats positifs parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne postuleraient pas, qui ne feraient pas acte de candidature dans un processus entièrement ouvert, là, où il n'y a pas une occasion pour les gens de déposer une candidature. Moi, j'étais dans un autre environnement universitaire. Ça aurait été pas mal délicat pour moi de manifester un intérêt comme celui-là. Et merci beaucoup. Je vous en prie.